Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Esther Tibi du collectif On est prêt au micro de Nouvelle Conscience. On est prêt est un mouvement fondé en 2018 par Magali Payen. Il réunit des experts, influenceurs, acteurs et actrices de terrain par le biais d'actions digitales massives et la création de vidéos engagées pour une société plus juste, durable et écologique. Aujourd'hui, association de loi 1901, le mouvement On est prêt impulse des dynamiques collectives et de nouveaux récits, notamment par ses victoires politiques et par ses mobilisations massives de citoyens et citoyennes. Dans cet épisode bonus, nous abordons leur nouvelle campagne Zone Sauvage lancée début septembre. Alors, si toi aussi tu veux devenir gardienne de la nature, tu trouveras ici toutes les clés pour participer, sensibiliser, œuvrer autour de toi et construire ensemble une nouvelle conscience. Bonjour Esther. Bonjour Manon. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super bien, merci beaucoup. Ouais, super. Donc, tu as passé ta journée chez On est prêt. Aujourd'hui, c'était lundi, donc journée de boulot. Oui, exactement. Grosse journée chez On est prêt. C'est le début de notre nouvelle campagne, donc beaucoup de pain sur la planche. C'est une campagne qui a commencé début septembre, il me semble. La campagne Bienvenue en zone sauvage, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, en restant dans les grandes lignes, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais si tu devais me présenter la nouvelle campagne en quelques mots, voilà, est-ce que tu pourrais me présenter maintenant, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc c'est une campagne de mobilisation. Donc c'est un appel à l'action collective autour de sujets qui tournent autour de la biodiversité et du vivant. Donc c'est sur le thème de la 6e extinction de masse, c'est-à-dire l'érosion extrêmement rapide de la biodiversité, à un rythme vraiment effréné, avec un focus sur les animaux menacés en France métropolitaine. Et dans plusieurs pays d'Europe, en fait, c'est une campagne qui est européenne. Enfin, il y a plusieurs pays qui rejoignent cette campagne, notamment l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et la France. Et donc voilà, c'est essayer de vraiment mettre en lumière les animaux et la biodiversité chez nous pour essayer de sensibiliser et d'appeler à l'action et de montrer des voies d'action possibles pour protéger cette biodiversité qui est malheureusement en danger aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, en me renseignant, je me suis rendu compte que votre mobilisation était l'une de celles qui parlait du vivant, de la biodiversité justement, puisqu'on a plutôt tendance à se mobiliser pour le climat, contre le réchauffement climatique, en tout cas en France, en Europe. Selon toi, comment expliquer qu'il y ait aussi peu de mobilisation autour du vivant et de la protection de la biodiversité ? Alors pour moi, c'est complètement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire ce constat, je le fais aussi tous les jours. J'ai l'impression que dans les médias, même les personnes qui ont assez d'influence et qui sont des porte-parole de la cause environnementale prennent souvent la parole sur des sujets sur le changement climatique, etc. Et ils oublient souvent tout le prisme de la biodiversité qui, pour moi, est vraiment indissociable, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement lié. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est le cas, j'ai le sentiment que c'est parce que la biodiversité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile en fait à mesurer. Aujourd'hui, si on parle de changement climatique, on pense aux émissions de CO2 et on peut tout de suite faire le lien à l'empreinte carbone qui est calculable. Les gens calculent leur empreinte carbone. C'est difficile de mesurer l'impact qu'on a sur la biodiversité. Et voilà, il n'y a pas encore de système très clair, même parmi les scientifiques,
ils ont du mal à s'accorder sur une vraie technique pour quantifier le problème. Et je dirais qu'une autre raison aussi, c'est la complexité du vivant et les interrelations entre toutes les espèces. C'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît a un impact sur énormément d'espèces autres avec lesquelles elle entretient des relations très étroites. Que ce soit un animal qui entretient des relations très étroites avec d'autres animaux, mais aussi des plantes. Une plante qui disparaît, c'est tout un réseau trophique, on appelle ça, donc toute la chaîne alimentaire qui peut être chamboulée. Donc c'est vrai que donc c'est très compliqué à évaluer. Mais c'est pas pour autant que le danger. Le danger, il y a quand même des études qui arrivent à mesurer l'urgence et l'urgence elle est là. C'est juste que c'est difficile à quantifier, à mettre des chiffres dessus, et donc les gens ont plus de mal à s'engager sur le sujet. Et je dirais même aussi une autre raison qui me vient en tête, c'est parfois quand on pense au problème de la biodiversité, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de pouvoir dessus, parce qu'on pense souvent à des espèces très éloignées, à une faune. On pense souvent à la faune africaine, les girafes, les éléphants, etc., des espèces un peu emblématiques comme ça. Et on a du mal à réaliser que c'est des espèces, en fait, la biodiversité, elle est partout. Elle nous entoure tout le temps, même en ville. Malheureusement, de moins en moins, et on aimerait qu'elle le soit plus, mais c'est quelque chose qui est présent partout. Et c'est vrai que du coup, il faut apprendre à se reconnecter, à cette biodiversité qui nous est proche pour pouvoir se sentir plus impacté. Et potentiellement avoir plus d'impact. Et c'est ce que fait aussi la campagne, c'est d'essayer de faire de la pédagogie sur quelle est la biodiversité chez nous, autour de nous, et pour justement que les gens se sentent concernés par cette question. Ouais, c'est exactement ce que vous faites avec ce projet, cette activité de l'animal totem où on peut faire un quiz en ligne et justement ça nous met en lumière 13 espèces menacées, donc vraiment dans notre pays, donc en France et en Espagne, en Belgique. Et est-ce que selon toi c'est une bonne façon, en identifiant ces espèces, de montrer l'interdépendance qu'on a avec elles finalement, comme tu dis, on est une chaîne, donc l'abeille elle va butiner, elle va permettre de donner naissance aux arbres fruitiers qui nous nourrissent, par exemple. Donc, vous voulez montrer cette interdépendance aussi, par là, avec nous ? Ouais, complètement. Cette interdépendance. Et ça, on aimerait évidemment montrer que sans la nature, l'humain n'est rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça qu'on crée tout notre univers habitable, mais en fait, tout repose vraiment sur la nature, c'est-à-dire les services qu'elle nous rend. C'est évident. Comme tu disais, les abeilles qui pollinisent nos arbres, les vers de terre qui sont vraiment la pierre angulaire de l'agriculture, plein d'espèces comme ça même les forêts, toutes les forêts, que ce soit même les espèces terrestres mais marines aussi, ce qu'on appelle les herbiers de Posidonie, tout ce qui est dans le fond marin, tout ce qui nous permet de créer l'oxygène qu'on respire, tout ça, toutes ces interdépendances-là de l'homme et de la nature, ça c'est primordial de se repositionner par rapport à ça et de comprendre que nos sociétés sont vraiment fondées sur notre lien à la nature, et protéger la nature, c'est protéger l'humain avec. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une valeur intrinsèque pour moi à la nature et à la biodiversité, c'est-à-dire c'est juste le vivant, la merveille du vivant, quelque chose, pour moi la terre, une terre habitable, c'est de l'ordre du miracle, que toutes les conditions soient réunies pour que la vie existe, que le vivant existe, qu'il marche, qu'il fonctionne. C'est un système extrêmement complexe et perdre un morceau de ça, pour moi, c'est déjà un désastre. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Et aussi, c'est vrai que la campagne invite aussi à repenser sa relation avec la nature. C'est-à-dire, il y a ce lien d'interdépendance, mais il y a aussi l'homme fait partie de la nature. Et il faut se le rappeler, c'est-à-dire notre rapport au vivant, essayer de se repositionner et de bien comprendre qu'on a mis vraiment un fossé, on a créé un fossé entre nos sociétés et la nature. On a vachement différencié culture et nature. Peut-être
appeler au questionnement face à ce statut qu'on s'est donné et essayer de repenser notre lien fondamental au vivant. Et tu parlais d'émerveillement, et c'est un mot qui revient beaucoup dans la campagne. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Donc, comment vous faites, vous, avec On est prêt pour susciter l'émerveillement? Exactement. Moi, c'est une phrase que j'adore. Après, Jean-Yves Cousteau a été plusieurs fois... il y a beaucoup de controverses autour de ce personnage, mais il n'empêche que cette phrase veut dire beaucoup. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que dans mon parcours, c'est ça qui a éveillé ma conscience écologique. C'était l'émerveillement que j'avais de la nature et en parallèle, la menace qui pesait sur elle. À ce moment-là, ça a fait tilt et je me suis dit qu'il fallait la protéger. C'est-à-dire que se rendre compte de la beauté de quelque chose, on s'y attache et on a tout de suite envie de prendre action pour sauver ce qui nous paraît cher. Et donc c'est vrai que dans la campagne Zone Sauvage, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des animaux qu'on a appelés des animaux totems et de faire en sorte que chaque personne s'identifie à un animal pour encourager l'empathie et pour encourager le sentiment d'identification et à travers cette pédagogie qu'on fait en expliquant vraiment qui est cet animal, pourquoi est-ce qu'il est cool, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger, qu'est-ce qu'il nous apporte en tant qu'animal et pas forcément que cette vision anthropocentrée utilitariste de l'animal, mais vraiment son rôle dans l'écosystème, son importance et apprendre à le regarder avec des yeux de curiosité. Essayer d'inciter à la curiosité. Pour moi, c'est hyper important de juste regarder, se poser des questions, juste même pas forcément sans avoir de réponse, mais il y a un exercice que moi j'encourage tout le monde à faire. C'est pour s'émerveiller du vivant justement, c'est de regarder une espèce, n'importe laquelle. Ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être vraiment n'importe quelle espèce qu'on croise, que ce soit en ville, en campagne, n'importe où, et juste se poser des questions sur cette espèce et prendre le temps et se demander, juste laisser cours à son imagination et laisser voir quelles questions, trouver, disons, 20 questions sur cette espèce. Et je trouve ça hyper intéressant d'essayer de voir qu'en fait, les questions viennent toutes seules. Oui, non, mais je vois très bien. Et pour ça, ce qui est aussi, je trouve, super intéressant, c'est que vous passez par une stratégie de mobilisation multiple avec à la fois, des acteurs culturels, ce que vous pouvez appeler les talents, qui vont relayer l'action sur les réseaux sociaux, notamment en présentant leur animal totem. Mais il y a aussi des acteurs de terrain, des organisations non gouvernementales, des ONG. Donc, comment ces différents acteurs vont agir de concert au sein de la campagne pour justement porter ce message d'émerveillement, de protection et de lien avec la biodiversité? Oui, alors exactement. Pour nous, il y a vraiment plein d'acteurs qui ont tous un rôle à jouer dans cette campagne et de manière générale dans la mobilisation. Donc nous, on a choisi des associations de terrain. Notre but, c'était vraiment de mettre en lumière les gardiens de la nature, en fait, on appelle ça. On s'est inspiré des indigènes pour cette expression, qui utilisent, qui eux ne se considèrent pas comme gardiens de la nature parce qu'ils prennent, pour eux, ils font partie de la nature, mais ils ont employé ce terme. On a décidé de reprendre ce terme, de faire connaître ce terme et de le reprendre, parce que chez nous aussi, on a des gardiens de la nature, qui sont toutes ces associations de terrain qui se mobilisent pour protéger le vivant sur notre territoire, chez nous. Donc, on a notamment l'ASPAS, le Centre Athénas. On a lancé récemment un crowdfunding pour soutenir ces associations qui luttent tous les jours sur le terrain pour protéger la biodiversité française. Donc voilà, la liste des associations n'est pas exhaustive. On a approché celles déjà qui s'intéressaient à ça. Et on a essayé de couvrir des thèmes variés, des acteurs variés. Donc on a Rivière Sauvage qui défend les dernières rivières sauvages en France et en Europe. Il en reste très peu. Il y a 7% des cours d'eau qui sont considérés comme viables et sains, et c'est vraiment pas beaucoup.
en Europe. On a l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement, qui s'occupe de changer les récits sur les insectes, qui essaye de revaloriser un peu l'image qu'on en a, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on pense à des insectes, ça fait pas forcément partie de l'imaginaire de la biodiversité, alors que ça en fait totalement partie. Et on a l'impression que les gens s'en soucient moins, alors que il y a une récente étude allemande qui a révélé que 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans, enfin en 27 ans. Donc c'est vraiment grave ce qui se passe. Et donc voilà, c'est une association qui a pour but de faire de la pédagogie et d'essayer de faire en sorte que les gens apprennent à les connaître pour mieux les protéger. Et voilà, donc on a l'OPI, on a le centre Athénas qui possède des centres de soins et qui récupère des animaux qui ont été blessés par la majorité du temps par l'activité humaine, et qui essaye de les réhabiliter, donc d'en prendre soin. Donc toutes ces associations ont besoin de moyens pour exister, pour continuer leurs activités. Et donc nous, on a décidé de les soutenir et aussi d'encourager la collaboration entre toutes ces associations, qui est assez inédite parce qu'elles ont rarement l'occasion de travailler main dans la main. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, donc c'est super encourageant. Ça, c'est ce qui concerne les associations, mais c'est vrai nous, on travaille aussi avec le monde de l'influence. Donc le but, en fait, on se voit vraiment comme des facilitateurs, c'est-à-dire que on va faire le lien entre des experts, entre des scientifiques qui ont la connaissance et des porte-paroles et des personnes qui ont la possibilité de porter des messages forts pour réussir à engager la jeunesse, à engager les gens dans des actions de mobilisation. Donc voilà, c'est des actions de communication, souvent à grande échelle, pour essayer de faire en sorte que les messages passent, que les récits changent. C'est vraiment ça aussi, le cœur de On est prêt, c'est essayer de changer les récits et d'infuser en fait les récits qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont souvent assez c'est souvent des dystopies. Quand on regarde aujourd'hui les films qui se font, c'est souvent des récits assez catastrophistes. Nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de remettre un peu de joie dans tous ces récits, d'essayer d'apporter des solutions, de montrer que des solutions existent. Et voilà, c'est pas forcément juste dénoncer la situation néanmoins très très alarmante, mais c'est pas seulement crier sur les toits que la situation est grave, mais c'est vraiment de proposer des solutions, de montrer que c'est possible, de donner de l'espoir aux gens, en faisant le lien entre tous ces acteurs. Voilà. Oui. Oui, et entre autres, il y a, donc, dans cette campagne, il y a Enjoy Phoenix qui est porte-parole, Lucie Lucas, Cyril Dion vous soutient aussi beaucoup. Donc il y a de Chaka Ponk aussi qui est de nouveau présent dans la campagne. Donc voilà, vous avez un gros réseau, et je pense que le lien aussi est direct avec la jeunesse. Enfin, c'est les jeunes qui vont être impactés tout simplement par l'outil des réseaux sociaux. Donc justement, à qui est destinée cette campagne? Est-ce que vous ciblez plutôt un public jeune, ou est-ce que vous essayez d'étendre en touchant un maximum de monde, l'intergénérationnel? Alors c'est vrai que notre campagne, On est prêt, par définition, déjà, comme c'est des campagnes de communication qui s'effectuent notamment sur les réseaux sociaux, s'adresse plutôt aux jeunes. Maintenant, c'est vrai que le but à terme, c'est de toucher le public le plus large possible. Donc déjà avec les jeunes, on fait ce qu'on appelle, on espère que ce qui aura lieu, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire de faire en sorte que ces sujets ensuite se retrouvent dans les foyers, à table, à la maison, que les enfants et que les jeunes en parlent autour d'eux, que les jeunes puissent en parler à leurs parents qui peuvent s'intéresser à ce genre de sujet. Moi, je sais que c'est ce qui se passe. Mes parents n'en avaient absolument rien à faire de tout ce qui était enjeux écologiques, etc. Je viens vraiment d'un monde où c'est pas la priorité, où c'est pas du tout la conscience écologique est vraiment très peu présente, et c'est vrai que je vois que plus j'en parle, plus encore une fois les personnes qu'on aime se soucient de nous, donc
Je sais que les parents, souvent, quand ils voient leurs enfants qui se mobilisent pour des causes, et on voit qu'aujourd'hui la jeunesse se mobilise de plus en plus, et ça fait plaisir. Voilà, ils prennent en main, elle prend en main son futur. C'est plutôt les jeunes. Maintenant, cette campagne, elle s'adresse vraiment à un public plus large. On est prêt à d'ailleurs collaborer avec Plus belle la vie pour s'adresser à un public peut-être plus populaire. On essaye de s'adresser aussi pas qu'à des citadins. On aimerait pouvoir toucher vraiment aussi le milieu agricole. On remarque que les citadins sont des gens qui sont par définition beaucoup plus décorrélés de la nature, beaucoup plus éloignés de la nature. Donc c'est vrai que nos messages s'adressent à eux en premier lieu. Maintenant, dans les actions qu'on propose, il y a des actions aussi à large échelle, qui sont des actions qui peuvent s'effectuer vraiment partout en France. On voit aussi, en tout cas, que ce sujet ne touche pas que, comme ça peut souvent être pensé, les bobos citadins parisiens ou blancs, parce que c'est vrai que on l'a vu en fait pendant la Convention citoyenne, je trouve. C'est un sujet qui est revenu. C'est qui est-ce que ça concerne, le problème environnemental. Et c'est vrai que on le voit. Les citoyens qui avaient été tirés au sort venaient de toutes catégories sociales. Et on voit qu'en fait les conclusions convergent. Et c'était des gens qui de base étaient pas forcément sensibilisés à cette cause, et les conclusions sont les mêmes. Chaque personne, pourtant venant d'un milieu très différent, peut être touchée. Il suffit de comprendre l'enjeu, il suffit de comprendre les causes, les mécanismes, et voilà, se rassembler autour de cette cause. Oui, et finalement, chacun et chacune peut agir à son échelle en fonction de ses moyens. Donc, par exemple, le jeune qui va partager une story sur Instagram aura son impact dans sa communauté, et quelqu'un qui aura de l'argent à proposer, donc dans la campagne de crowdfunding, donc de levée de fonds en français, aura aussi un impact. Donc, finalement, chacune peut agir selon ce qui lui semble le plus pertinent à ce moment-là, quoi. Exactement. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide énormément pour la diffusion des messages aussi. Et c'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, prennent aussi de plus en plus le pouvoir et sur ces sujets-là, enfin, en tout cas, prennent le pouvoir qu'ils peuvent avoir. J'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, les jeunes s'emparent vraiment de leur pouvoir qu'ils peuvent avoir à travers les réseaux sociaux en diffusant. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait une story, on fait un post, et ça peut avoir... ça peut vraiment mener loin, la diffusion des messages, et ça peut rayonner dans plein de sphères. On peut voir qu'il y a plein de pétitions qui, grâce aux réseaux sociaux, ont énormément été diffusées à grande échelle, et ont ensuite eu des répercussions politiques. Donc c'est encourageant. Oui, et justement, quelles sont les prochaines étapes de la campagne? Est-ce que, parce que la première campagne donc, que vous avez lancée avec l'affaire du siècle avait entraîné l'une des plus grandes pétitions en France, donc signée par plus de 2 millions d'individus. Donc, quelles sont les suites de la campagne? Est-ce que vous envisagez également une action juridique avec notamment une pétition? Voilà, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Alors absolument. Donc oui, nous on fait les choses pas à pas, et c'est vrai que la première étape, c'est vraiment de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux gens, lier les gens aux vivants, essayer de voilà, à travers les animaux totems qui sont des ambassadeurs et qui mettent la lumière sur les problèmes qui pèsent sur eux. Le premier but, c'est vraiment voilà de sensibiliser, et ensuite le deuxième but, c'est vraiment de mobiliser à l'échelle individuelle, donc à travers des actions, des éco-gestes du quotidien, pour essayer de petit à petit et pas à pas, voilà, chaque marche, aller petit à petit vers des actions à plus grande échelle. Et donc c'est vrai qu'après, oui, il y a des actions collectives qui peuvent s'effectuer, et on en parlera d'ailleurs dans notre prochain live. On est prêt, donc j'invite les gens à aller sur la page Facebook. On a bientôt un live où donc il y a eu un live la semaine dernière où on a vraiment présenté la campagne, et on a présenté les animaux totems, etc. Et là, le prochain live, ça va vraiment être plus sur l'action collective et l'action citoyenne, et notamment, comme tu le disais, le plaidoyer, c'est-à-dire passer par l'action juridique, essayer de mettre
Par exemple, voilà, le crime d'écocide dans la Constitution, tout ça, c'est des choses qui sont vachement revenues ces derniers temps. C'est d'essayer de bousculer un peu les politiques, parce que c'est vrai que voilà, nous aussi chez On est prêt, on ne veut pas culpabiliser uniquement l'individu et dire que la responsabilité est que sur nos épaules. C'est vrai que le problème il est systémique et qu'à partir d'un moment donné, il faudra aller déranger les politiques qui, pour l'instant, contournent le problème ou ne sont pas du tout honnêtes dans leur démarche quand ils prétendent s'en soucier. C'est vrai que la prochaine étape, c'est vraiment essayer de mettre à l'agenda politique le droit de la nature. Essayer de soutenir aussi les projets de loi qui visent à protéger le vivant en France et en Europe, sur le droit des animaux, que ce soit des animaux même d'élevage, c'est-à-dire les conditions animales, les conditions d'élevage, etc., mais aussi pousser pour augmenter, par exemple, les zones protégées en France. Donc voilà, on voit des choses. L'idée, ce serait de soutenir ces démarches, d'aller encore plus loin, de pousser les politiques à prendre des mesures contraignantes parfois, que ce soit pour les entreprises, pour l'État lui-même. Voilà, essayer de faire du lobbying scientifique. Enfin voilà, c'est des mots qui fâchent, mais le lobbying scientifique, le lobbying citoyen, essayer de vraiment pousser à l'action et pousser les politiques à voilà, prendre des mesures fortes. D'accord, super. Bon, de toute façon, je joindrai tous les liens à la sortie de l'épisode de la semaine prochaine. Et également, on pourra venir vous écouter donc, pour le prochain live, donc la conférence en direct donc, pour la traduction française, donc sur votre page Facebook et sur YouTube, avec notamment les rediffusions qui sont accessibles voilà, sur vos comptes respectifs voilà, pour suivre la suite de la campagne. Exactement. Super. Ouais, on peut vraiment vous retrouver facilement. D'ailleurs, là, votre chaîne YouTube est bien étoffée aussi en plusieurs langues. Ouais, et sur notre compte Instagram aussi, donc du 15 au 28, on a les animaux totems. Chaque jour, on en a un. Donc c'est vraiment pour mettre en lumière les animaux près de chez nous, que ce soit des espèces emblématiques, des espèces charismatiques, comme des espèces moins connues qui profitent de moins de lumière. Et donc voilà, j'invite tout le monde, toutes les personnes curieuses qui souhaitent un peu en apprendre davantage sur le vivant en France métropolitaine, à aller checker la page Instagram et regarder ces espèces. On a à la fois voilà un espace où on essaye de décrire et de donner le maximum d'informations sur ces espèces. Donc on a à la fois vraiment de l'information, mais aussi des moyens concrets pour les protéger. Et on explique les menaces qui pèsent sur eux et on donne vraiment des call to actions très clairs sur comment, à son échelle, on peut agir. Et juste pour ajouter une chose aussi, ces espèces, on les a choisies minutieusement et ça a pris beaucoup de temps à l'aide d'experts et des associations sur le terrain, à l'aide de l'UICN aussi qui nous a beaucoup aidé à construire cette liste. Il y a eu 3 critères en fait de choix des animaux de cette campagne. Il y a eu donc la liste rouge de l'UICN. Donc on a choisi des animaux qui sont sur la liste rouge de l'UICN, pas que des animaux en danger imminent d'extinction pour pas que les gens se sentent déprimés de voir que c'est que des espèces qui sont vraiment en danger critique, mais c'est tous ceux qui sont menacés, donc c'est-à-dire vulnérables, en danger ou en danger critique. On a essayé de trouver des espèces qui viennent de régions et d'écosystèmes différents pour justement mettre la lumière sur des menaces différentes et donc des solutions différentes. Voilà, c'était vraiment un jeu d'équilibriste entre pour essayer de couvrir un maximum de problématiques. Donc voilà, c'est pas une liste exhaustive de la biodiversité en France, mais c'est vraiment des espèces qui peuvent représenter un maximum d'enjeux. D'accord. Et donc j'imagine que tu as fait le test des animaux totems. Quel a été le résultat de ton test ? Je suis un azuré de la sanguisorbe. Oui, moi aussi, je suis tombée sur le même animal, le même insecte. C'est vrai ? Oui. C'est trop drôle. Ouais, c'est clair. Mais en plus, il est assez rare, je crois. Ah bon ? Oui, mais je crois que tu es le premier azuré que je rencontre. Tu peux nous présenter l'animal totem, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir.
Moi, je suis extrêmement heureuse d'être l'azuré de la sanguisorbe. Je trouve que c'est un animal hyper cool. C'est un papillon qui est en déclin malheureusement aujourd'hui dans la nature. Donc, il vit notamment dans les prairies humides, qui sont aujourd'hui extrêmement touchées, qui sont souvent rasées pour faire de l'agriculture intensive, qui sont bétonnées, urbanisées. Enfin voilà, elles sont donc la destruction de l'habitat de ce papillon le met en danger. Comme je disais tout à l'heure, il est aussi victime de la disparition globale des insectes. Donc, comme je disais, en 27 ans, 80% de la population des insectes volants qui aurait disparu, qui vit dans des zones humides et qui est assez incroyable je trouve que ce petit papillon, en fait, met la lumière sur des mécanismes parfois complètement impressionnant dans la nature. Ce qui est incroyable avec ce papillon, c'est que à son stade larvaire, il y a 3 stades larvaires, c'est-à-dire le moment où il n'est pas encore papillon, mais vraiment dans son petit cocon. Enfin non, même pas encore le cocon, c'est la larve avant, donc c'est-à-dire la stade de la chenille. Donc déjà il y a une symbiose incroyable entre le papillon et la sanguisorbe, qui est une plante sur laquelle la femelle pose ses œufs, et la femelle ne pose ses œufs que sur la sanguisorbe. Donc il y a une vraie interaction très forte et une interdépendance entre la sanguisorbe et ce papillon. Il se trouve qu'une fois qu'elle a posé ses œufs sur cette plante, la larve va se développer en mangeant les petits bourgeons de cette plante, enfin les petits boutons de fleurs de cette plante. Et donc ça va être les premiers stades larvaires. Et une fois que la larve a atteint le 3e stade larvaire, elle va se laisser tomber à terre. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'elle va émettre des petites molécules chimiques qui vont être semblables aux molécules qui sont sécrétées par une certaine espèce de fourmi, qui va reconnaître ces molécules et qui va emporter la larve dans le terrier de la fourmi. Et cette petite larve va donc être hébergée dans le terrier des fourmis, où elle va en fait être protégée. Donc le terrier des fourmis permet à la larve de ne pas se faire manger par d'autres insectes ou par des oiseaux ou par je ne sais quoi. Et en échange, la larve va sécréter un petit miella sucré, comme une petite sécrétion, un petit nectar, qui va en même temps vachement plaire aux fourmis et qui va les nourrir. Donc il y a une vraie symbiose au départ entre la petite larve et les fourmis, qui va ensuite un peu se transformer, puisque la larve va éclore, la chenille va éclore dans le terrier et va se nourrir des larves et des œufs des petites fourmis. Parce que c'est une des seules larves en fait qui est carnivore. La majorité des chenilles, des chenilles qui est carnivore. La majorité des chenilles en France, en tout cas, sont phytovores, c'est-à-dire elles se nourrissent de plantes. Cette chenille-là, c'est une des seules qui va se nourrir d'autres animaux, quoi. Donc voilà, elle est vraiment maligne, elle va vraiment s'introduire chez les fourmis pour pouvoir se développer et ensuite filer en douce. Donc voilà, et ensuite se transformer évidemment en papillon magnifique. Et je trouve que cette espèce est vraiment belle parce que, je suis vraiment contente de représenter cette espèce parce que je trouve que c'est une espèce qui met encore une fois en lumière non seulement l'interdépendance des espèces, non seulement entre la fourmi et le papillon, entre la plante et le papillon, etc. Mais aussi on voit à travers elle que un insecte a une importance colossale, et c'est vrai que le papillon, encore une fois, pointe du doigt le fait que c'est un des seuls insectes souvent auxquels on s'identifie, parce qu'il est très beau, tu vois. J'ai l'impression en tout cas que ce papillon peut être une voie d'émerveillement vers les insectes. Ouais. Ouais, c'était génial de suivre la chronologie du papillon de l'azuré de la sanguisorbe. C'est waouh. Tu vois, je savais qu'il ne pouvait butiner que sur une seule plante, mais je savais pas tout ça. Donc merci beaucoup de m'avoir expliqué l'histoire de l'animal totem. Je mettrai une Pas de photo. souci. Je mettrai une photo dans. Ah avec plaisir. Ouais, quand je ferai la publication pour l'épisode. Super. Et tu parlais de nouveaux récits, des nouveaux récits que veut véhiculer On est prêt, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Mais pour vous, quelle est l'importance de ces récits
et comment ils ont un impact en fait politique presque, et quels sont les récits que vous voulez véhiculer en fait avec le collectif. Oui, donc c'est vrai que pour nous, ça a une importance colossale, ce qu'on appelle les nouveaux récits, c'est-à-dire essayer de vraiment infuser l'imaginaire des gens avec des récits positifs et, et joyeux, finalement, de choses, de sujets, en tout cas, pas uniquement alarmistes. Et nous vraiment, notre but avec cette campagne, c'est d'essayer de remettre le vivant au cœur de la société. Et c'est d'essayer de nous reconnecter au vivant spirituellement, mais aussi, enfin voilà, dans notre intime, mais aussi concrètement, de manière très concrète dans nos sociétés, essayer de voilà pousser dans ce sens-là. Et ça passe, comme on disait tout à l'heure, par le réémerveillement d'abord. Et donc c'est vrai que le nouveau récit, enfin les récits qu'on propose ont cette fonction d'émerveiller les gens pour ensuite faciliter l'action aussi et alerter massivement de cette 6e extinction de masse. C'est aussi rappeler que la nature, elle est centrale. Donc non seulement il faudrait s'en inspirer au maximum pour pouvoir créer une société durable et stable, mais elle est aussi déjà au cœur de notre économie sans qu'on s'en rende vraiment compte au quotidien. Mais elle est à la base de notre manière de nous nourrir, notre manière de nous habiller, notre manière de voyager. Enfin, tout est prend base dans la nature qu'on exploite. Et c'est vrai que dans le système économique actuel, on en a fait fi complètement. On est parti du principe que la limite planétaire n'était pas une limite à notre économie, alors que on se rend compte que voilà, il y a plein de systèmes qui arrivent à bout de souffle, et notamment la biodiversité. En fait, c'est quand on parle de limites planétaires, c'est les limites que l'homme et que l'humanité ne devrait pas atteindre si elle ne veut pas mettre en péril la stabilité du système Terre. Et les 2 premières limites qu'on a déjà atteintes, c'est le changement climatique, le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité. C'est un enjeu primordial pour justement assurer la stabilité de notre société. Oui, oui, voilà. Donc, en fait, comme tu parlais de ces deux piliers à ne pas atteindre, ces 2 points de basculement, voilà, on est prêt avait déjà abordé le réchauffement climatique avec sa première campagne, et là, donc, le vivant s'intègre dans celle-ci, et dans le deuxième pilier. Et puis, on en a eu un exemple avec le récit que tu nous as fait de ce papillon. Je pense que pour ceux et celles qui vont écouter, tu vois, moi, en tout cas, ça a suscité vraiment les points que tu mentionnais, c'est-à-dire beaucoup de curiosité, et puis voilà, cet émerveillement de ce constat que la nature est tellement bien faite, et qu'on est venu tout perturber ces cycles, mais justement que des solutions sont toujours envisageables. Et pour ça, je vous invite à aller voir de nouveau la page Instagram, le site internet de On est prêt, parce que vous proposez des actions concrètes. Vous êtes mobilisés tout le temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain directement. Et donc pour conclure, Esther, je souhaiterais te poser la question de conclusion en fait que je pose à chaque fois, qui est la suivante. Ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Donc pour toi, qu'est-ce que ça signifie quand tu l'as lu la première fois? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors pour moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite évoqué justement l'éveil des consciences. Pour moi, c'est quand même c'est vrai que moi, dans mon engagement écologique, je lis un peu instinctivement tout à ça. Mais ouais, c'est ça, c'est l'éveil des consciences vers quelque chose de peut-être plus bienveillant, et essayer de peut-être se re-questionner sur nos modes de vie, essayer de se reconnecter à notre propre conscience, aux consciences des autres, aux consciences du vivant. C'est vrai qu'en plus c'est beau parce que dans la campagne, c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire que la nature, moi en tout cas c'est ma conviction personnelle, c'est que la nature est pleine de consciences très différentes, et qu'on n'a pas l'habitude d'approcher. Donc il y a la conscience humaine, mais chaque conscience peut être très différente, et le vivant comme on l'entend a des manières très différentes de fonctionner.
Et donc c'est assez joli de penser qu'il y a une multitude de consciences qui existent et qu'il suffit de s'y intéresser pour mieux les découvrir, mieux les comprendre et mieux les protéger. Super, vraiment merci pour le mot de la fin. Merci à toi Manon pour cette belle interview qui m'a fait très plaisir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.